Bonjour, quelques mots rapidement pour vous remercier pour la session et aussi pour conclure rapidement le cours éthique et justice. D'abord, je tiens à vous féliciter pour votre discipline et votre persévérance pendant toute la session très particulière là, d'un enseignement complètement à distance pour ce cours-ci. J'ai eu plaisir à pouvoir répondre à vos questions, pouvoir lire vos travaux, vos évaluations, échanger avec vous, certains d'entre vous, davantage que d'autres selon les circonstances. Et même si on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer en classe, je tiens quand même à vous dire que j'ai vu votre assiduité pour certaines personnes d'entre vous, vraiment des progressions très nettes, très fulgurantes. J'ai pu aussi constater dans certains cas que l'étude avait été vraisemblablement faite de façon très rigoureuse. Dans certains cas, ça transparaissait très clairement. Donc, je voulais d'abord vous transmettre mes félicitations pour votre motivation, votre rigueur aussi, parce que dans ce contexte particulier d'enseignement entièrement à distance, là, ça prend une bonne organisation et je voulais le reconnaître chez vous, le souligner. Félicitations. Eh bien, on arrive maintenant dans le tout dernier bout de la session et la revision aussi. On ramasse nos morceaux. Pour la révision, un petit conseil peut-être que je pourrais vous donner, c'est que lors de la première écoute, quand vous avez commencé par écouter une première fois les capsules pour suivre le cours, ce qui est recommandé, c'est l'écoute avec un ordinateur standard pour avoir un écran plus grand, pour pouvoir avoir de l'espace, prendre des notes aussi dans votre cahier de notes à noter, etc. Donc, sur un ordinateur installé dans un espace de travail, c'est l'idéal, je pense, pour une première écoute. Maintenant qu'on arrive en période de révision, si vous avez à faire la révision de certaines notions et si vous avez, entre autres, à réécouter certaines parties de cours, le conseil que je peux vous donner, étant donné que vous avez déjà fait une première écoute, là où vous pouviez voir aussi à l'écran les informations visuelles qui peuvent être transmises, parfois des images, des tableaux, n'importe quoi, puisque vous avez déjà vu ces informations-là une première fois, un conseil pour la revision maintenant. Si vous avez l'occasion, si c'est possible pour vous, vous pouvez réécouter pour réviser, vous pouvez réécouter des parties du cours en allant prendre des marches ou même en faisant du jogging. Si vous avez la possibilité là, de l'écouter, de réécouter, c'est-à-dire avec votre cellulaire en marchant ou en faisant du jogging ou en faisant de l'exercice, ça peut être une bonne idée parce qu'en fin de session comme ça, avec les mesures là, on peut pas appeler ça un confinement tout à fait, là, mais les mesures, disons, de restriction de déplacement, etc. Faire de l'exercice peut être assez bénéfique pour la revision aussi, étant donné que vous avez déjà fait une première écoute où vous pouviez tout noter. Donc, c'est un conseil comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, ça dépend si vous avez plusieurs parties de cours que vous voudriez réécouter pour reviser ou pas. Donc, je vous laisse voir à ça, mais c'est une suggestion. Simplement pour clore rapidement une brève, très brève, trop brève synthèse. Donc, on a regardé au départ les notions de base, différentes notions de base. On a entre autres regardé les raisons pour lesquelles certaines personnes faisaient une distinction entre les termes éthique et moral et pourquoi certaines autres personnes considéraient qu'il n'y avait surtout pas de distinction à faire entre éthique et morale, que les deux termes désignent la même chose, que c'est simplement une question de sensibilité d'utiliser un terme plutôt que l'autre. Donc, pour les besoins du cours, ici, on a utilisé les termes d'éthique et de morale comme des équivalents. On n'a pas fait la distinction. Faut choisir. Est-ce qu'on en fait une ou on n'en fait pas? On les a pris comme équivalents. Donc, vous avez les raisons de ça. On s'est concentré aussi, étant donné que c'est un cours de philosophie, bien on s'est concentré sur les perspectives philosophiques en éthique. Donc, ça laisse
évidemment de côté toutes les autres perspectives éthiques ou morales, notamment les perspectives liées à des traditions culturelles ou encore basées sur des révélations ou une révélation ou des religions. On s'est concentré donc sur les théories philosophiques en éthique. Évidemment, on a fait la distinction aussi entre l'éthique et le droit. Donc, tout ce qui est légal n'est pas nécessairement moral ou éthique. On a regardé 4 types de situations où il devient important de bien faire la distinction entre les deux, entre éthique et morale, de ne pas confondre. Et ensuite, toujours dans les notions de base, on a regardé aussi les stades du développement du jugement moral ou éthique, selon les travaux du psychologue cognitiviste Kohlberg. Donc, on a regardé les 6 stades. On a même regardé un 7e stade qui est controversé. On a regardé pourquoi est-ce qu'il l'a retiré, mais pourquoi est-ce qu'il l'avait défendu aussi. Pour vous aider à faire des liens entre les différentes parties du cours, j'attire votre attention sur un élément. Dans les stades de Kohlberg, pour des raisons méthodologiques, il ne doit pas prendre en considération les prises de position. Il doit s'occuper seulement des justifications. Ce qui fait en sorte que quelqu'un peut, avec le cas de Heinz par exemple, quelqu'un pourrait considérer qu'il a bien fait ou mal fait de voler les médicaments, mais être tout de même de stade 2, ou tout de même de stade 3, ou stade 4, ou stade 5, etc. Donc pour chacun des stades, il était possible de défendre une position et la position inverse, puisque les stades s'intéressent au type de justification, au type de raisonnement, et non pas aux prises de position. Ça faisait référence à une autre notion de base, la notion d'erreur qu'on trouve dans le scientisme. Le scientisme, c'est de croire que la science peut apporter des réponses à des jugements de valeur ou des jugements moraux. Donc, pour ne pas tomber dans cette erreur-là, Kohlberg ne fait pas se prononcer d'un point de vue scientifique, psychologique, sur les prises de position en elles-mêmes, seulement sur les justifications. Par contre, en essayant de rester neutre, ça n'empêche pas qu'au départ, il en était venu à avancer l'idée d'un 7e stade, parce qu'il se disait, plus on avance, plus on doit tenir compte des prises de position dans le 6e stade, qui est un stade controversé, mais que Kohlberg a maintenu, mais qui est controversé, quand une personne est prête à sacrifier sa qualité de vie. L'exemple donné, c'était celui de Martin Luther King, entre autres, mais il y avait aussi l'exemple de Socrate, il y avait aussi l'exemple du pilote d'hélicoptère. Dans des cas comme ça, il est important que la cause défendue soit réellement universellement valable. Sinon, ça peut tout simplement être un sacrifice sectaire. Ça peut être quelque chose qui relève de l'endoctrinement politique ou de l'endoctrinement pour quelques groupuscules que ce soit. Donc, la cause ou la prise de position, plus on augmente dans les stades, plus elle est importante, surtout rendue au 6e stade. Pour les stades, auparavant, ça a moins d'impact, mais c'est aussi ce qui fait en sorte que pour les stades jusqu'à 5, une personne peut défendre une position et son contraire en étant avec le même niveau d'argument. Au 6e stade, c'est plus délicat. Et c'est ce qui avait amené Kohlberg à avancer l'idée d'un 7e stade. En se disant, finalement, il vient un temps, lorsqu'on a atteint un certain niveau, où la neutralité n'est plus tenable pour vraiment bien évaluer. Ensuite, il a reculé. Là, vous pouvez retourner voir la capsule pour voir les différentes raisons, mais en résumé, il a reculé parce que, d'un point de vue scientifique ou psychologique, puisque c'est en psychologie cognitive ses travaux, bien, il ne peut pas se prononcer sur la prise de position en tant que telle. Donc, définir ou délimiter un 7e stade devenait impossible tout en restant dans une perspective proprement psychologique et scientifique. Donc, il a reculé pour maintenir sa neutralité. Mais déjà, ça peut attirer l'attention sur un potentiel sujet de réflexion. C'est jusqu'où on peut tenir cette neutralité-là. Ce questionnement-là ou ce sujet-là,
là, je fais ça tout simplement pour vous aider à pousser votre réflexion plus loin. Cette limite-là, ou cette réflexion-là, ressurgit lorsqu'on examine la théorie de la justice de Rawls. Comme je vous ai mentionné, la perspective de Rawls a eu un impact très grand, a eu des implications très grandes dans la plupart de nos sociétés occidentales. La plupart de nos sociétés ont des chartes des droits et libertés articulées beaucoup plus en suivant le principe des droits individuels tels que définis par la perspective de Rawls, beaucoup plus que la simple notion là, de droit de l'homme qu'il y avait auparavant, qui est plus générale. Les sociétés de droit, les États de droit sont le plus souvent articulés en fonction de droits individuels au sens où on les retrouve dans la perspective de Rawls, qui n'est pas le seul, évidemment, à définir cette perspective-là, mais qu'on retrouve là-dedans. On peut assez bien comprendre les justifications. Là aussi, je vous réfère aux parties, aux capsules où je vous ai exposé la perspective de Rawls, les controverses aussi, mais on peut comprendre assez bien. En même temps, donc, il y a aussi une controverse qui existe, que je vous ai exposée aussi, qui consiste à se demander est-ce que la neutralité libérale est réellement neutre. Ce qu'on appelle la neutralité libérale, c'est de dire on va rester neutre par rapport aux différentes conceptions de la moralité. Donc, c'est un des points de Rawls, c'est qu'il veut séparer les questions sur ce qui est juste ou injuste, avec ses principes de justice, des questions sur ce qui est bien ou mal d'un point de vue moral ou éthique. Donc, il présuppose qu'on peut faire une distinction entre ce qui est juste et ce qui est bien ou mal. Comment est-ce que ça se concrétise? Ben, ça se concrétise avec les droits individuels. Donc, ce n'est pas des droits collectifs, c'est des droits individuels. Cette question-là aussi soulève des débats. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Là aussi, vous pouvez retourner voir la capsule si vous voulez reviser ça. Mais une autre question aussi qui se pose, c'est de voir est-ce que c'est réellement neutre de laisser ce choix-là ou de laisser cette ouverture-là. Et souvent, cette question-là s'articule ou se pose avec des questions éthiques délicates comme l'avortement, comme l'euthanasie, entre autres. Ce n'est pas les seules questions, mais c'est souvent les questions qui sont au cœur de ces débats-là. C'est que certains vont dire la neutralité libérale face à des questions comme l'avortement ou l'euthanasie consiste à dire on ne va pas se prononcer si c'est moralement bien ou mal. On va plutôt rester neutre par rapport au choix ou à la réponse et laisser à chacun le soin de choisir. Concrètement, on va donner des droits individuels pour que chacun décide si dans sa vie, la personne considère que c'est bien ou mal l'euthanasie, ou pour que chacun décide si dans sa vie, elle considère que c'est bien ou mal l'avortement, pour des sujets comme ça. Donc, si on est en accord avec cette liberté de choix individuel, bien, on est en accord avec la perspective de la neutralité libérale, ça revient à dire qu'on considère que ça reste acceptable que certains y recourent et que certains n'y recourent pas, selon leurs convictions, selon leur situation, selon plein d'éléments qui peuvent entrer dans leur considération. Par contre, certaines autres personnes vont considérer que ce choix-là n'est pas neutre parce qu'il vient favoriser la pratique de ces actes-là et ils vont dire si on est d'accord, ça ne pose pas de problème. Mais si on est en désaccord, pour une personne qui considérait que c'est moralement inadmissible de pratiquer le suicide assisté, ou pour une personne qui considérait que c'est moralement inadmissible l'avortement, que ce serait l'équivalent d'un meurtre, ou l'euthanasie, que ce serait inadmissible. Bon, bien, certains vont dire pour ces personnes-là, laisser le choix n'est pas neutre, parce que pour ces personnes-là, c'est laisser la possibilité de faire quelque chose en toute légalité que eux considèrent comme plus ou moins
l'équivalent d'un meurtre, ou même si les personnes ne vont pas nécessairement aussi loin, parce que là, il y a un large éventail de positions parmi les opposants, mais certains vont dire, même si les personnes ne vont pas aussi loin que considérer que c'est un meurtre, c'est considérer que c'est fondamentalement mauvais de dire c'est légal de faire quelque chose fondamentalement inadmissible selon leurs convictions morales, éthiques. Donc, vont dire c'est pas neutre de laisser le choix. Alors que d'autres vont dire c'est trop délicat de trancher et on considère que c'est à chacun de décider pour leur propre vie. Donc, il y a un débat là aussi, mais voyez-vous, juste pour faire une synthèse entre les différentes parties du cours, la difficulté à laquelle la perspective de Kohlberg aboutissait dans l'évaluation du développement du jugement moral se retrouve aussi au niveau des questions sur la justice. C'est-à-dire que venait un temps où Kohlberg, dans l'évaluation du développement du jugement moral, se disait pour pouvoir pousser plus loin notre réflexion, on ne peut plus rester dans la neutralité, mais puisque la perspective psychologique l'impose, il arrêtait au 6e stade. Certains vont considérer qu'il aurait dû arrêter au 5e stade, là même. Mais en tous les cas, il a renoncé au 7e stade, étant donné qu'il ne pourrait pas avoir une neutralité. Mais il sentait les limites de la neutralité. On peut être en accord, on peut être en désaccord, là, mais d'un point de vue, disons, scientifique, il n'y avait pas le choix de s'arrêter là. Qu'on soit en accord ou en désaccord là, sur la question est-ce qu'on doit pousser plus loin ou non, il reste que dans le cadre d'une recherche psychologique, il ne pouvait tout simplement pas aller plus loin en restant dans ce cadre-là. Mais on voit que la difficulté continue de se poser aussi sur des questions de justice sociale. Au niveau des droits et libertés, est-ce qu'on doit donner les droits individuels de choisir sur des questions aussi délicates, par exemple, que l'avortement ou que l'euthanasie, que l'aide médicale à mourir, le suicide assisté? Si oui, est-ce que ça doit être juste pour les personnes en fin de vie? Est-ce que ça peut être pour les personnes à tout âge, etc.? Sur des questions comme ça, là, il y a des avis très partagés et certains vont dire on ne peut pas juste maintenir une soi-disant neutralité qui consisterait à dire à chacun de décider pour sa propre vie. Certains vont dire non, ça c'est pas neutre de laisser le choix, c'est favoriser une position strictement matérialiste où on considère que la réponse est indifférente. Indifférente au sens où, sur une question par exemple comme le meurtre, on ne laisserait pas le choix à chacun de choisir parce que c'est pas indifférent de tuer ou pas. Eh bien, par analogie, les personnes qui s'opposent au droit individuel qui permet de choisir sur ces questions délicates-là, les personnes qui s'y opposent vont dire, bien, c'est faire comme si c'était acceptable de choisir un ou l'autre, comme si c'était indifférent, alors qu'ils vont dire c'est indifférent seulement pour les personnes qui ont une position où ça ne fait pas grande différence, où on considère qu'il n'y a pas un enjeu vital ou sacré ou une dignité humaine particulière qui viendrait restreindre. Si je veux, toujours pour faire la synthèse, pousser plus loin vos réflexions, on pourrait aussi avoir des réflexions analogues qui peuvent... là, c'est juste des sujets de débat que je vous mentionne. Hein? C'est pas des prises de position, c'est des sujets de débat sur lesquels j'attire votre attention. Pour avoir des considérations analogues avec une des critiques adressées à l'utilitarisme. La principale critique adressée à l'utilitarisme, c'est que l'utilitarisme peut justifier des fois des prises de position où il y aurait meurtre d'enfants handicapés. C'est la position extrêmement controversée de Peter Singer, donc un utilitariste qui a défendu les droits des animaux, mais qui a aussi défendu de façon très, très, très controversée l'idée que les grands singes en bonne santé ont plus de poids dans un calcul utilitariste que les enfants handicapés mentalement. Et la position de Peter Singer pour défendre que des ressources ne soient pas données aux enfants trop handicapés, c'est qu'il va dire
l'avortement devrait être permis, selon son point de vue, là, évidemment, Peter Singer va dire l'avortement devrait être permis, pas parce que on se dit on le pratique avant X nombre de semaines, qu'il n'y a pas un développement suffisamment avancé, c'est qu'il va dire la vie, c'est pas un on-off, il va dire c'est un développement, un long cheminement, et il va considérer que même une fois sorti du ventre de sa mère, le nouveau-né n'a pas, pour lui, le même poids qu'un être vivant en pleine possession de ses préférences, de ses capacités de choisir, de ses capacités à développer des facultés cognitives supérieures. Donc, les positions, comme celle de Peter Singer, parmi les utilitaristes, c'est qu'ils vont considérer que l'avortement, par exemple, est acceptable selon leurs critères, mais pas parce que l'enfant, pas parce que avant un certain nombre de semaines, l'embryon ne serait pas assez développé, mais tout simplement parce que l'enfant, tant qu'il n'a pas montré le signe de faculté cognitive supérieure développée, n'a pas nécessairement un grand poids dans le calcul. Donc là aussi, on pourrait avoir d'autres réflexions, c'est-à-dire est-ce que si le point de départ pour laisser le choix seulement qu'aux individus dans une perspective de droit individuel ou de liberté individuelle, si on le fait pour des questions comme l'avortement ou le suicide assisté, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour des positions comme celle de Peter Singer à l'égard des nouveau-nés? Donc là, il y en a certaines personnes qui vont défendre l'idée que ça devrait être un droit individuel de ne pas donner des ressources de santé aux individus qui sont trop lourdement handicapés. Alors que pour d'autres personnes, c'est inadmissible, mais là aussi, ça implique une certaine conception de la dignité humaine qui serait différente des autres animaux. Ça implique aussi un certain caractère sacré ou privilégié à la vie humaine. Là aussi, ça renvoie à l'autre débat. Bien, est-ce qu'on peut maintenir ça tout en maintenant l'idée de strict droit individuel? Est-ce que c'est cohérent de défendre les deux en même temps? Donc là aussi, il y a un sujet de débat. Donc, les différentes parties du cours, pendant que vous en faites une revision, je vous suggère d'essayer de réfléchir au débat que ça soulève, parce qu'il y a plusieurs morceaux, lorsqu'on les met ensemble, qui soulèvent des débats. Il y a une distinction entre ce qui est légal et ce qui est moral. Il y a plusieurs même distinctions. En même temps, on ne peut pas toujours tout séparer, c'est-à-dire il faut encadrer, il faut idéalement que les lois, autant que possible, soient conformes à des positions éthiques, mais jusqu'où on laisse un et l'autre se chevaucher et jusqu'où on permet des choix individuels, qu'on se dit la prise de position n'est pas si importante en autant qu'elle soit libre, éclairée, bien articulée, de haut niveau, etc. Jusqu'à quel point, en d'autres mots, on peut faire abstraction de la prise de position. Enfin, dernier élément que je vous mentionne rapidement pour la conclusion, c'est qu'on peut faire des liens aussi entre l'ensemble des notions que vous avez vues dans le cours ici, éthique et justice, et des notions que vous avez probablement vues dans votre deuxième cours de philo sur les conceptions de l'être humain. Parce que jusqu'à un certain point, les considérations et les positions qu'on peut avoir sur les différents sujets qui se prêtent à des controverses là, parfois assez délicates sur les sujets que je viens de vous évoquer, entre autres, c'est pas les seuls, mais entre autres, souvent, de près ou de loin, pas toujours de manière consciente, mais de près ou de loin, souvent, ça fait intervenir des conceptions de l'être humain. Parce que, de façon assez claire, si on a une conception, par exemple, purement rationaliste de l'être humain, à la Descartes,
c'est possible qu'on accorde plus de poids aux facultés cognitives élevées comme les utilitaristes. Si on a une conception de l'être humain où on va dire le propre de l'être humain, c'est d'être doté de la parole, là, ça sera plus exactement la même chose. Donc voilà, le cours était plus une porte d'entrée qu'un point d'arrivée. Donc bonne poursuite de vos réflexions.